Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Un épisode en retard. Alors, en vrai, j'ai enregistré l'épisode dimanche, mais comme dimanche, j'ai aussi publié la vidéo sur les nouveautés apparaître chez Panini en juillet. Je me suis dit que j'allais garder cette vidéo sous le coude jusqu'à mardi. Et ce sera un épisode entièrement consacré aux dessinateurs les plus dingos de l'univers des comics et qui ont tous vu une de leurs créations publiée en France chez divers éditeurs au cours du mois de juin. Et on va commencer pas plus tard que tout de suite avec le père de tous les dingos, j'ai nommé Geoff Darrow, dont Futuropolis réédite un des chefs-d'œuvre, Big Guy et Rusty the Boy Robot. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté, vu que c'est un récit qui date de 1995. Putain, 1995, ça fait 28 ans. Ça aussi, c'est le genre de truc qui me fout un vieux coup de pelle derrière la tronche à chaque fois. 28 ans. Bref, alors, aux États-Unis, c'était paru à l'origine chez Dark Horse en grand format et en 2 numéros. Et c'était paru à peu près en même temps en France chez Delcourt. L'album a ensuite été réédité chez Glénat en 2017. Et donc, il reparaît aujourd'hui chez Futuropolis. Futuropolis qui a déjà réédité avant ça Hardboiled, écrit par Frank Miller, et puis en 3 tomes la série Shaolin Cowboy. Alors, Geoff Darrow n'est pas tout seul sur Big Guy et Rusty the Boy Robot, puisque le récit est écrit par Frank Miller, comme Hardboiled donc, leur précédente collaboration, et puis il est mis en couleur par Dave Stewart, et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et alors, de quoi est-ce que ça cause tout ça ? Eh ben, ça parle d'un monstre géant qui sème la terreur et la destruction à Tokyo, et ça parle des différentes tentatives des autorités pour l'arrêter. Évidemment, toute ressemblance avec l'histoire d'une créature dont le nom commencerait par God et se terminerait par Zilla est absolument fait exprès. Big Guy et Rusty the Boy Robot, c'est l'hommage de Miller et de Darrow au kaiju, entre autres. Et c'est une putain de dinguerie de bout en bout. Alors, oui, Geoff Darrow a beaucoup lu et a beaucoup étudié Moebius, et on retrouve une filiation évidente entre les deux. Darrow a d'ailleurs rencontré Moebius au début de sa carrière. Ils sont devenus amis et ils ont même un peu bossé ensemble dans les années 80, en particulier sur un portfolio qui s'appelait La Cité Feu, qui était dessiné par Darrow et ancré et mis en couleur par Moebius. Et c'est aussi Moebius qui a présenté Darrow à Frank Miller. Et alors donc, évidemment, la première chose qui frappe quand on voit les planches de Geoff Darrow, c'est le degré hallucinant de détail de ses dessins. Un dessin comme cette double page, on peut juste passer des heures à l'étudier en détail, et à chaque fois, on va redécouvrir un truc qu'on n'avait pas vu les 112 fois précédentes. Mais c'est pas sa seule spécificité. Ouh, il était dur à dire celui-là. Ni sa seule qualité d'ailleurs. Il y a aussi un travail de malade sur les perspectives, genre cette page ici à droite, avec l'attaque des hélicoptères sur le mont, c'est un truc que je trouve, moi, totalement fou. Et puis aussi, peut-être même surtout, il s'agit pas pour lui d'enchaîner des illustrations, aussi belles soient-elles, en comptant sur le texte pour raconter une histoire. Il y a aussi un vrai travail de storytelling. Par exemple, ici, sur la page de gauche, on a cette séquence de 4 cases en vue subjective depuis un hélicoptère qui attaque le monstre. Et puis, sur la page suivante, on a une sorte de storyboard avec un point de vue qui reste fixe sur l'ensemble des cases, et c'est le monstre qui vient apporter le mouvement. Et puis, surtout, les planches ont beau être remplies à ras la gueule, elles restent quand même malgré tout d'une lisibilité parfaite, et elles sont toujours extrêmement dynamiques. Et puis évidemment, c'est quand même toujours un dessin d'une précision folle. Il suffit de voir là, à gauche, ce temps qui est représenté jusque dans ses moindres détails, et ses plus petits boulons. Et puis, à l'inverse, un peu plus loin, on a le personnage de Rusty, et là, on a un personnage qui est ultra stylisé,
Un peu comme ces affiches et ces pubs qu'on aperçoit par endroits, à différents endroits de la ville, comme ici en haut à droite. Et donc, et ben ensuite, on a cette confrontation entre ce personnage aux formes minimalistes, et qui sont vraiment réduites à l'essentiel, face à une créature, et même en fait une représentation du monde dans son ensemble qui est au contraire hyper réaliste. Et on a à peu près la même opposition par la suite quand Big Guy arrive à bord de sa fusée qu'on voit ici à gauche, et une fusée aux formes extrêmement épurées. Et alors, bon, je ne vais pas rentrer davantage dans l'analyse du dessin parce que clairement, j'ai pas le bagage pour dire plus que les 2-3 banalités que je viens de dire. Donc, je vais continuer à tourner les pages, histoire de vous donner à voir la beauté quand même du truc. Et puis, pendant ce temps, je vais quand même dire 2-3 mots du scénario, qui, en gros, tient en 2-3 phrases. C'est une expérience scientifique qui donne naissance à un monstre géant qui va détruire une bonne partie de Tokyo. Et pour l'arrêter, les autorités vont faire appel à l'armée, puis à Rusty le petit robot, puis à Big Guy, et à la fin, eh ben, il gagne. Voilà. Et alors d'ailleurs, Frank Miller a fourni à Geoff Darrow un scénario qui faisait pas plus de 3 ou 4 paragraphes, et qui était pas beaucoup plus développé que ça, et Darrow, lui, il en a tiré 64 planches. Par contre, une fois que Darrow a rendu ses planches, là, le père Miller, il s'est lâché, et il a rajouté un paquet de dialogues qui sont sans arrêt dans l'exagération et dans la surenchère. Et Miller a dû se dire que, puisque lui, il en rajoute encore et encore sur chaque planche, et ben moi, je vais faire pareil, côté dialogue. Et ça donne un truc que je trouve vraiment très drôle. Notamment, dès le début, on a le monstre qui arrête pas d'insulter les humains qu'il est en train de massacrer, et il le fait avec un vocabulaire qu'on n'attend pas forcément de ce genre de créature. Enfin, bon, déjà de base, on s'attend pas vraiment à l'entendre parler, mais alors en plus, quand il commence à traiter les humains de jacasseurs imbéciles, de vermines visqueuses et piaillantes, misérables rats, et puis, 4 pages plus loin, on a petit tas de gélatine velue et affairée, hachis de cervelle et de viandasse. Voilà le genre de dialogue qu'on a comme ça pendant des pages et des pages. Alors, le texte dans la VO, il est un petit peu différent. Dans la VO, en fait, on a vraiment une accumulation d'adjectifs, bout à bout. Et comme ici, les wretch, chattering, soft, squishy fools, sweating, squealing, simpering, screaming rodents. Et en fait, alors la première traduction dans l'édition Delcourt, qui était signée Alain Clément, elle restait plus proche de la structure des phrases en VO, ce qui donnait, voilà, misérables imbéciles, bavards, mous et fangeux, vermines suintantes, superficielles et stridulentes. Donc on avait, du coup, effectivement, un rendu qui était plus proche de la VO, sauf que, traduit tel quel, je trouve que ça a beaucoup moins d'impact en français qu'en anglais, et donc, là, je trouve que le choix de traduction qui a été fait sur cette nouvelle version, c'est vraiment le bon, et ça rend bien tout le côté totalement absurde et totalement outrancier des dialogues. Et alors, tiens, je précise au passage que la nouvelle traduction en question, elle est signée Lauren Darrow, qui est également l'épouse de Geoff Darrow. Et alors, pour en terminer avec cet album, vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai racheté cet album alors que j'avais déjà l'édition originale et la première édition chez Delcourt. Et en fait, en VO, j'ai que le premier numéro, et puis l'édition Futuropolis est quand même nettement plus fournie que l'édition Delcourt. Déjà, il y a cette magnifique galerie de vraies fausses couvertures réalisées par Geoff Darrow, avec quand même, il y a certaines d'entre elles qui font quand même bien rêver.
Et puis, ensuite, on a un récit bonus qui, cette fois, est écrit et dessiné par Geoff Darrow. Un récit qui fait 9 pages. Et puis, après ça, on a encore une deuxième galerie de pin-up avec, là aussi, des planches qui sont carrément pas dégueulasses. On a même droit à la visite d'un certain monsieur Spawn sur la page de droite. Et donc, au total, ça fait pas loin de 40 pages en plus par rapport à l'édition Delcourt. Alors, a priori, je pense que ces bonus figuraient dans l'édition Glénat. Si vous pouvez me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et alors, par ailleurs, outre la nouvelle traduction de Lorraine Darrow, l'autre changement important, c'est les couleurs. C'est les couleurs qui étaient signées Claude Legris dans la première édition et qui ont été entièrement refaites par Dave Stewart. Et ça donne un résultat qui est quand même très différent. Alors, visiblement, Darrow n'était pas totalement satisfait de la première version. Donc, il a fait tout refaire par Dave Stewart quand le récit est sorti et a été réédité par Dark Horse en 2015, je crois. Enfin, il y a quelques années. Et perso, je trouve quand même que les deux approches sont intéressantes. Alors, c'est sans doute beaucoup moins nuancé ce qu'a fait Claude Legris, mais en même temps, je me demande si ça n'accentue pas la lisibilité des planches de Darrow. Je sais pas, je vous laisse vous faire votre opinion sur ces 2-3 planches, mais je trouve que c'est deux approches qui sont intéressantes. Bref, quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'édition qui a votre préférence, en ce qui me concerne, Big Guy et Rusty the Boy Robot, c'est vraiment un indispensable qui se doit de figurer dans toute bonne bibliothèque qui se respecte. Et on reste au Japon et dans l'univers des kaiju avec Godzilla Cataclysme de Cullen Bunn et Dave Wachter qui vient de paraître chez Vestron. Alors là, côté édition, on passe de l'oversized au plus petit que le format original et c'est quand même dommage. Vestron a adopté un format unique pour l'ensemble de ses publications et je trouve dommage que pour un titre comme celui-ci, ils ne fassent pas preuve d'un peu plus de souplesse et qu'ils n'adaptent pas leur format en fonction de chaque projet. Et parce que vraiment, j'aurais aimé profiter des planches de Dave Wachter dans un format un petit peu plus spectaculaire que celui-là. Alors, l'histoire en 2 mots, d'habitude dans les histoires qui mettent en scène Godzilla, le but c'est de l'empêcher de faire trop de dégâts. Et ici, l'action en fait se déroule dans un futur où, en gros, la civilisation humaine a été détruite par Godzilla et tous ses petits copains, et il reste donc plus qu'une poignée de survivants qui survivent dans les ruines de l'ancien monde, sans grand espoir de retrouver leur grandeur passée. Et, comme s'ils n'avaient pas déjà fait assez de dégâts comme ça, les monstres qui ont détruit le monde vont faire leur retour et vont recommencer à se foutre sur la tronche au risque d'exterminer les derniers survivants de l'humanité. Alors, je trouve que le scénario fonctionne plutôt bien autour d'un personnage d'adolescent et de son grand-père qui, lui, a connu le monde d'avant. Et puis, progressivement, on va découvrir, d'une part, pourquoi les monstres ont saccagé la planète, et puis, d'autre part, pourquoi ils sont revenus pour finir le boulot. Donc, le scénario de Cullen Bunn est bien foutu, et puis, de son côté, Dave Wachter dessine vraiment de très belles choses. C'est pas un artiste dont je suis vraiment familier. Apparemment, il a pas mal bossé sur les Tortues Ninja ces dernières années. C'est lui qui est au dessin sur les derniers tomes qui sont récemment parus chez iComics. Mais franchement, j'aime beaucoup ce que je vois ici.
il y a notamment un gros travail sur les décors qui font qu'on est plongé en permanence dans cette ambiance post-apocalyptique. Et puis ensuite, il y a les kaijus proprement dit. Et là aussi, il fait un très beau boulot pour rendre l'énormité des créatures et puis pour mettre en scène des bastons qui tabassent plutôt bien. Alors, c'est pas précisé dans les crédits, mais je pense que Wachter réalise aussi lui-même ses couleurs. Et là aussi, je trouve que ça ajoute à l'ambiance pesante de la série, avec cette lumière crépusculaire qui baigne l'ensemble des pages. Donc, ouais, je trouve que c'est une très chouette lecture, cet album, avec, en bonus, à la fin, on a les couvertures originales, qui sont signées Dave Wachter et Bob Eggleton. Et puis voilà. Alors, encore une fois, j'aurais préféré un format plus grand pour vraiment profiter pleinement du travail de Wachter, mais ça mérite le coup d'œil. Et alors, on va passer à un artiste qui a déjà illustré une histoire consacrée à Godzilla. C'est James Stokoe, à qui on doit Godzilla The Half Century War, qui a également été publié en France par Vestron. J'avais consacré une vidéo l'an dernier au moment de sa sortie, je vous invite à aller y jeter un œil. Mais aujourd'hui, on va parler du nouveau titre de James Stokoe à paraître en France, Orphan et les 5 bêtes, qui vient de paraître chez Comics Initiative. Alors, là encore, on reste au Japon, où, en tout cas, comme c'est pas précisé, on est dans un univers qui est très inspiré par le Japon féodal. Et on a une jeune guerrière qui s'appelle Orphan Mo et qui est chargée par son vieux maître mourant de réparer une faute qu'il a commise des années plus tôt, à l'époque où il a enseigné ses talents à 5 villageois qui ensuite ont utilisé les pouvoirs qu'ils avaient acquis pour faire le mal. Alors voilà, c'est simple, c'est carré, c'est net. Et donc on va se lancer dans un récit dans lequel Mo va devoir retrouver ces 5 bêtes et les affronter les unes après les autres. On a donc un récit qui est très inspiré par la culture japonaise traditionnelle et puis aussi, au niveau dessin, par le manga. Et le dessin de James Stokoe, c'est vraiment une agglomération de tout un tas d'influences et ça donne quelque chose d'assez unique et de toujours ultra dynamique. Là encore, c'est un dessinateur qui n'a pas peur de charger et de surcharger ses planches, mais sans jamais rien perdre en matière de lisibilité et de storytelling. Et ça donne des planches qui sont totalement délirantes, et d'autant plus délirantes qu'il joue sans arrêt dans la surenchère, y compris en matière de violence graphique, et on a droit vraiment à des séquences qui sont très très gore, mais on reste toujours davantage du côté de la comédie absurde de l'horreur que de quelque chose de vraiment horrible et malsain. Côté personnage, on a une héroïne qui est essentiellement mutique pendant la quasi-totalité du récit, et qui finalement est assez peu définie. Elle est là pour respecter les dernières volontés de son maître, mais finalement sur ces épisodes, on ne sait pas vraiment ni qui elle est, ni d'où elle vient, ni ce qui la motive vraiment. Et du coup, c'est ses adversaires qui se retrouvent mis en valeur, avec des personnages qui sont vraiment à fond dans le côté maléfique et ignoble, mais là encore, tout est tellement outrancier que c'est traité sur le mode de la comédie qui est quand même très noire et très sanglante. Alors, ce volume contient les 4 premiers numéros de la série, qui sont en fait les 4 seuls qui sont parus aux États-Unis à ce jour. Alors c'est vrai que Stokoe, c'est pas le dessinateur le plus rapide du monde. En même temps, ça se voit dans le degré de détail qu'il met dans chacune de ses planches. Après, voilà, la contrepartie, c'est que ça fait plus d'1 an maintenant qu'on attend la suite et que pour l'instant, on voit rien venir. Comme d'habitude, Comics Initiative a fait un magnifique boulot d'édition, avec un format qui est sensiblement plus grand que l'original. Et puis, en bonus, on a droit à quelques planches originales, commentées par Stokoe lui-même. Et encore une fois, là, c'est un titre que je vous recommande chaudement. Et
On va terminer avec un titre que j'attendais avec une certaine impatience, voire même une certaine fébrilité. C'est le nouveau Daniel Warren Johnson, Do a Power Bomb, une mini-série en 7 numéros qui paraît chez Urban Comics, écrite et dessinée donc par Daniel Warren Johnson et mise en couleur par Mike Spicer. Alors, de quoi ça parle Do a Power Bomb? Ça parle de catch. Et alors, vous, je sais pas, mais en ce qui me concerne, le catch, j'en ai rien à branler. Mais alors, rien de rien. Et du coup, ça partait pas forcément bien. Et pourtant, alors, Do a Powerbomb, c'est l'histoire de Lona, qui est la fille d'une légende du catch, Ua Steel Rose, et qui veut suivre le même parcours que sa mère. Sauf que sa mère, elle meurt sur le ring, victime d'un malheureux accident. Et du coup, dans l'entourage de Lona, personne n'a envie de la voir connaître le même sort. Ni son père qui s'est jamais remis de la mort de sa femme, ni son oncle qui était aussi l'entraîneur de Ua et qui refuse de faire la même chose pour Lona. On est dans la tragédie familiale classique, et puis le récit va prendre une tournure plus fantastique quand Lona va faire la rencontre d'un personnage un peu bizarre, Willard Necroton, qui organise des tournois de catch, mais d'un genre particulier, voire surnaturel. Et il va proposer à Lona de participer à son tournoi, avec comme enjeu, si elle gagne, outre la ceinture de championne qu'on lui remettra, elle va carrément avoir la possibilité de ramener sa mère à la vie. Rien que ça. Et sauf que, pour ne rien arranger, il s'agit d'un tournoi par équipe, et que le seul autre catcheur avec qui elle a la possibilité de faire équipe, c'est Cobra Sun, et Cobra Sun, c'est le lutteur qui a causé la mort de sa mère. Et je vais m'arrêter là au niveau des spoilers, j'en ai suffisamment dit comme ça, mais la suite du récit va quand même offrir quelques surprises et quelques révélations assez inattendues. Alors, du côté de l'intrigue, on a d'emblée des enjeux qui sont à la fois très clairs et très élevés, mais dans le même temps qui annoncent quelque chose de très linéaire. Et forcément, si tout le récit tourne autour d'un tournoi, ça veut dire qu'on va suivre la progression de Lona et de son partenaire au fil des matchs. On va les voir affronter leurs adversaires les uns après les autres, jusqu'à la finale, si tout va bien. Et c'est quand même un petit peu ce qui me faisait peur avant d'attaquer la lecture, ce côté linéaire et répétitif des combats. Et en fait, pas du tout. Déjà parce que Daniel Warren Johnson accorde une grande importance à la caractérisation de ses personnages. On a vu à quel point les enjeux de ce tournoi sont cruciaux pour Lona. Elle n'est pas la seule dans cette situation, et chacun des combattants est également là pour une raison précise et tout aussi importante. Et Daniel Warren Johnson, il va donc donner de l'épaisseur à tous ces personnages. Et puis, à côté de ça, il va aborder chacun des combats de manière suffisamment différente pour que on n'ait pas l'impression de répétition, avec des lutteurs qui ont des techniques de combat très différentes les uns des autres. Et puis surtout, c'est quand même un vrai bonheur de le voir retranscrire sur la page toute l'énergie de ces combats. Et c'est vraiment, c'est un festival. C'est dynamique comme j'ai rarement vu. Ça vole dans tous les sens, ça fracasse, et c'est sans arrêt inventif dans la manière de mettre en scène tout ça. Et graphiquement, c'est un pur bonheur. Et très honnêtement, ça aurait pu me suffire. La qualité graphique du truc, j'aurais pu m'en contenter. Mais le fait est que, en plus, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Je l'ai dit, c'est une tragédie familiale, mais c'est pas non plus quelque chose de larmoyant, et c'est pas non plus une histoire qui vise à nous amener vers un happy end à la con. C'est avant tout l'histoire d'une gamine à qui la vie n'a pas fait de cadeau, qui s'en est pris plein la tronche au propre
comme au figuré, et qui va continuer à aller de l'avant, et qui va grandir, et qui va apprendre à vivre. Donc, ouais, Do a Powerbomb, clairement, celui-là, on le retrouvera dans nos best-of de fin d'année, parce que c'est une vraie petite merveille. Je signale pour finir qu'Urban a également sorti une édition noir et blanc de cet album. Alors, je l'ai feuilleté en librairie, et vraiment, je comprends pas l'intérêt de cette version. Parce que, clairement, sans les couleurs de Mike Spicer, bah, les planches de Daniel Warren Johnson, elles perdent quand même pas mal en lisibilité. Et c'est normal en fait, parce que c'est pas un comic book qui a été conçu, ni même pensé pour être publié en noir et blanc. Alors bon, après, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais moi, en ce qui me concerne, je reste à la couleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. J'ai encore une vidéo à faire sur les sorties de juillet des éditeurs VF hors Panini. Ça devrait être en ligne en fin de semaine. D'ici là, eh ben, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et puis surtout, lire de comics. Soyez sages, et à bientôt.